Dire bonjour à tous. Je crois qu'on a dit énormément de choses aujourd'hui. Je vais essayer aussi de synthétiser par rapport au sujet tout ce qu'on a dit ce matin par rapport au plan de relance, par rapport au fait que la commande publique est très importante pour les entreprises martiniquaises sur le poids qu'elle représente dans l'économie et aussi l'importance que le tissu économique a à répondre à la commande publique. Je vais faire un rappel vite fait aux entreprises qui nous regardent, qui sont présentes, savoir comment répondre à un marché, où trouver les informations. Et je vais présenter dans un second temps une plateforme qu'on a développée au courant de la fin de l'année dernière et qui est aujourd'hui opérationnelle et que je présente officiellement pour pouvoir recenser en fait ce qu'on va appeler des projets d'achat et très clairement donner une visibilité économique aux chefs d'entreprise, pouvoir observer et analyser la donnée qui est liée à la commande publique en Martinique. Il faut bien comprendre que du côté du chef d'entreprise, je pense que vous le savez pour la plupart, on va beaucoup parler d'opacité, on va entendre parler d'opacité de la commande publique et du coup, on va essayer de proposer quelque chose qui va permettre de donner une visibilité un petit peu plus accrue de la commande publique, des travaux qui sont en cours dans les collectivités et que ça va permettre, d'autant plus au temps de crise sanitaire où l'incertitude augmente, l'incertitude économique également, eh ben, ça va permettre aux chefs d'entreprise d'avoir une visibilité à court, moyen terme, voire long terme, sur son activité, sur son cœur de métier, sur son marché. Donc, pour commencer, je vais vous présenter quelques chiffres sur des publications en articles, le nombre de marchés. On est, par exemple, de 2016 à 2019 sur un niveau stable quand même de publications en termes de nombre de marchés. Donc, les bâtons verts représentent le nombre de marchés en Martinique. On était à 1619 en 2019. Il y a eu un impact de la crise sanitaire où l'économie s'est considérablement ralentie, la publication des marchés également. On voit qu'il y a aussi le nombre de lots qui a diminué. C'est très important d'avoir une visibilité là-dessus parce que déjà, ce n'est pas forcément des niveaux très élevés quand on compare d'autres territoires. Par exemple, La Réunion, c'est 2 fois, voire 3 fois plus de commande publique. La Guadeloupe est légèrement plus dynamique. Et donc, du coup, c'est très important pour les chefs d'entreprise d'avoir les informations, de savoir où trouver l'information déjà, et puis de se préparer à répondre parce que ça veut dire que l'intensité concurrentielle sera d'autant plus élevée. Si on a moins de marché, automatiquement, il y aura moins d'attributaires, moins de lots, et du coup, moins de travail. Donc, c'est très important pour les chefs d'entreprise d'avoir ces informations, d'être au courant, et puis de prévoir, d'anticiper un certain nombre de choses pour pouvoir adapter son business model, son entreprise, former, recruter, investir. Déjà, pour les chefs, comme j'ai dit, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, bien répondre à un marché, c'est identifier et répondre au marché de bonne taille. Qu'est-ce que ça veut dire de mon point de vue? Bien souvent, vous avez des chefs d'entreprise qui répondre à un marché pour répondre à un marché, c'est-à-dire pour pouvoir travailler. Mais des fois, ne sont pas forcément capables de réaliser toutes les prestations qui y sont présentes dans ce marché. Donc, c'est très important pour une PME notamment de faire attention au type de marché qu'on va répondre, qu'on est susceptible d'avoir, et de bien maîtriser son cœur de métier et éventuellement, si la taille est trop importante, de trouver des partenaires. Aujourd'hui, vous avez sur les plateformes dématérialisées, donc on verra par la suite, des moyens de solliciter si on n'a pas de réseau, mais les organisations professionnelles sont là pour ça, les chambres consulaires également, pour aider les chefs d'entreprise soit à trouver des partenaires, des fournisseurs, des conseils, de l'accompagnement pour pouvoir réaliser des prestations. On l'a dit au début de la journée, quand une entreprise est titulaire de marché, c'est une référence et il faut que ça se passe bien. Ça veut dire que quand on a réussi à exécuter un marché correctement, c'est une référence pour l'entreprise. Ça veut dire qu'on est capable de répondre à des exigences d'un acteur public qui, au final, fournit un service public à la population ou au territoire. Et donc, c'est très important à l'entreprise, déjà pour son image, mais aussi pour son développement par la suite, que ça se passe bien. Je reprends un peu mes conseils, on va dire, pour pouvoir bien répondre. Ne pas déposer son offre au dernier moment. Aujourd'hui, la dématérialisation permet de déposer les offres bien en amont. C'est fini le temps où on devait attendre le dernier moment, déposer des petits papiers. La dématérialisation permet de redéposer son offre, de réactualiser ses documents
Donc aujourd'hui, ce n'est pas un prétexte de déposer au dernier moment, n'est pas un prétexte pour passer à côté d'un marché. C'est très important, je profite qu'il y ait des acheteurs. Aujourd'hui, si vous identifiez des entreprises qui ont ce genre de difficultés, de les renvoyer vers des chambres consulaires, vers des conseils. Nous avons une sorte de formation, on prodigue de la formation sur ce sujet. Moi-même, j'accompagne les entreprises à répondre à des marchés. Donc, je leur explique qu'il faut être très rigoureux, certes, mais aussi anticiper. Il ne faut pas forcément déposer au dernier moment et se concentrer sur la réponse. La dématérialisation a été prévue dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est très important de se concentrer, de bien lire les documents, de se concentrer sur la réponse technique, économique qu'on va apporter à l'acheteur. Donc, c'est le conseil que je peux donner aux chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de se concentrer sur leur activité. Aujourd'hui, la dématérialisation facilite la partie administrative, même si elle reste quand même un peu lourde, mais tout est fait aujourd'hui pour se concentrer sur la réponse économique et financière qu'on apporte. D'autres conseils, donc questionner les acheteurs en amont et pendant les consultations, là aussi, mais aussi après, c'est-à-dire que si on n'a pas eu le marché, essayer de comprendre pourquoi. Beaucoup de chefs d'entreprise, des fois, font appel à mes services, mais voilà, j'ai déposé telle offre, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été retenu. Voilà, par exemple, j'ai eu telle note, etc. Mais j'essaie de demander pourquoi, d'après eux, ils n'ont pas été retenus. Ils ne sont pas forcément capables parce qu'ils ne savent pas forcément qui a eu le marché, très souvent. Alors, je parle de petites structures, hein, bien évidemment. Ils ne vont pas faire l'effort de chercher ce que leurs concurrents ont proposé ou comment ils l'ont proposé. Donc, c'est très important de questionner l'acheteur. Ils sont là pour ça, dans les collectivités notamment, de les questionner via les plateformes des questions, de lire les questions également, des consultations. Et puis aussi d'anticiper les coûts. On a parlé des délais de paiement. Malheureusement, on est obligé de le dire, ça ne va pas se régler aujourd'hui. Donc ça s'anticipe. C'est un sujet qui est très important. Et du coup, en tant que chef d'entreprise, si on n'a pas la capacité d'assumer, si on sait que c'est une collectivité qui ne va pas payer, c'est très compliqué. Des fois, il vaut mieux ne pas aller sur un marché. Je le dis très clairement, il vaut mieux ne pas aller et chercher des leviers en dehors de la grande publique pour pouvoir se développer. Maintenant, il y a des secteurs qui n'ont pas le choix, je l'entends, mais il faut réussir à anticiper, à dégager de la trésorerie. Et donc tout ça, en dehors de l'accompagnement sur le volet des marchés publics, c'est vrai que la Chambre essaie d'accompagner aussi les entreprises sur la gestion, de mettre des outils de gestion dans l'entreprise, savoir qu'est-ce qu'on a comme argent dehors, par exemple, mais c'est pas si évident que ça à savoir. Donc, il faut des outils, il faut se former. Il faut que les chefs d'entreprise également aient une visibilité sur leur trésorerie, sur l'état en fait, de leur trésorerie. Donc, tout ça, en fait, c'est global. Et ce que je tends à dire, c'est que la commande publique aussi peut permettre de répondre à un marché, peut permettre à une entreprise de se structurer et de voir ses points faibles et éventuellement de les corriger. Donc, comme je l'ai dit, la commande publique, les marchés, vous allez aujourd'hui les trouver principalement sur des plateformes dématérialisées. Donc, ces plateformes ont des principes de fonctionnement sur des systèmes d'alerte. Donc, je reviens sur ce sujet pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui ne sont pas forcément au courant du processus. Donc, dès que vous allez sur une plateforme dématérialisée, vous devez configurer des alertes. Mais pour ça, il faut déjà savoir ce que vous faites comme activité. C'est très important. Où est-ce que vous le faites ? Si, par exemple, j'ai un cabinet d'études, est-ce que je me limite à la Martinique ? Est-ce que je peux proposer mes services en France hexagonale, à la Guadeloupe, à la Guyane ? Est-ce que je suis en capacité de le faire ? Si oui, comment ? Donc, la nature de l'activité, la zone géographique sur laquelle on va prospecter, ses savoir-faire et compétences, savoir les mettre en avant, sa capacité financière, comme je l'ai dit, est-ce qu'on a les moyens aussi d'aller sur certains types de marchés ou de travailler avec certains types d'acheteurs, ses moyens humains, et puis le marché, sa stratégie. Tous ces critères vont vous permettre de définir des mots-clés et des éléments pour pouvoir mettre une veille en place, non seulement sur les plateformes, mais de façon générale au sein de l'entreprise pour pouvoir avoir des clés en fait, d'information, d'identification de marché, de projets qui pourraient intéresser l'entreprise. C'est très important, j'insiste là-dessus, parce qu'on peut s'inscrire sur les plateformes, mais si on ne met pas forcément les bons mots-clés, on peut passer à côté d'un marché, on peut passer à côté de plein d'opportunités intéressantes pour une entreprise. La zone géographique, c'est très important également. C'est vrai qu'on a tendance à se limiter à la Martinique. Les marchés,
on est sur le territoire national. Des entreprises martiniquaises répondent à des marchés dans l'Hexagone, sont capables de le faire, ils répondent et ont des marchés, voire aussi dans dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc. Notamment pour les services et les prestations intellectuelles. Donc, il ne faut pas nécessairement se limiter qu'à la Martinique. Donc, j'ai répertorié, donc la présentation sera disponible. Hein, donc, j'ai répertorié un peu les plateformes qui sont les plus récurrentes en Martinique. Et c'est aussi un peu pour vous montrer un peu la complexité pour un chef d'entreprise. Donc, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de digitalisation des commerces ou notamment des restaurants. Mais ça, par exemple, c'est pour tout secteur confondu, c'est pas si facile que ça d'appréhender la dématérialisation. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique, donc ne serait-ce qu'Internet, et qui ont des difficultés à pouvoir accéder à l'information. Et d'avoir une multiplicité de plateformes ne facilite pas évidemment l'accès à la commande publique. Donc, ça m'arrive, et je le fais assez fréquemment, d'aider les chefs d'entreprise, mais ne serait-ce qu'à paramétrer une veille sur le BOAMP, pour les connaisseurs par exemple. Ça leur permet déjà de recevoir des mails dès qu'il y a un marché qui les intéresse, de voir en fait les premiers détails, d'y aller ou pas, et puis ensuite, éventuellement, de solliciter un accompagnement à répondre à ce marché. Bien évidemment, à charge aux chefs d'entreprise de prospecter, de continuer à trouver l'information et les bons marchés. Donc, c'est très important, mais ça témoigne en fait aujourd'hui d'une forme de complexité que la digitalisation peut apporter par la multiplicité des plateformes. Et du coup, ça, dans la réflexion que nous avons eue à la Chambre, très clairement, c'est en amont de tout ça, comment on peut informer les chefs d'entreprise le plus efficacement possible, tout en ayant des données sur la commande publique, tout en enfatisant la transparence. C'est en créant une plateforme, et je le répète, ce n'est pas une plateforme où on va trouver des marchés, mais des projets d'achat qui, on l'a vu, hein, les projets qui sont dans le plan de relance, la SPL notamment, on a présenté. L'idée, c'est de recenser ces projets dans un seul et même endroit, de façon homogène, afin de donner déjà une première visibilité à l'ensemble du territoire, aux acteurs de la commande publique, aussi bien les acheteurs que les entreprises, d'uniformiser donc la donnée, qu'elle soit uniforme, qu'elle ne soit pas chez l'un et l'autre de formes différentes, et de permettre d'analyser. C'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui, sur le territoire, on n'est pas forcément capable de donner des données précises sur la commande publique dans 6 mois. Chacun peut le faire à son niveau, chaque acteur peut le faire à son niveau, mais sur le plan global du territoire, je ne pense pas qu'on soit capable de le faire. Et ce qui est important pour aujourd'hui les chefs d'entreprise, dans l'incertitude dans laquelle on est, c'est d'apporter une réponse, une vision très claire sur ce que va être son marché dans 6 mois, 1 an. Je ne veux pas... Dans 3 ans, on sait qu'il y aura peut-être des grands ouvrages ou certains types d'ouvrages qui vont émerger. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur des petits projets, sur des marchés de petite taille, peut-être même sous les seuils de publication, c'est-à-dire toute cette commande publique qui est un peu cachée, qui n'apparaît pas dans les chiffres que j'ai présentés au début, notamment, de gré à gré, ça peut être une occasion ici d'une première étape, on va dire, parce qu'on en a parlé aussi également pendant toute la journée, au sourcing. Pourquoi ? Parce que dès que le chef d'entreprise aura ces informations, il sera proactif. Il viendra vous consulter en tant qu'acheteur ou collectivité. Il dit, mais vous avez mis ça dans 6 mois, est-ce que ça va sortir ou pas ? Où est-ce que vous en êtes ? Moi, c'est ce que je sais faire. Lui-même, il sera dans une logique, si c'est confirmé ou si il a une visibilité claire sur le projet, il pourra anticiper. Est-ce qu'il a besoin de recruter ? Est-ce qu'il a besoin de partenaires ? Est-ce qu'il doit faire des investissements ? Est-ce qu'il doit former ? Est-ce qu'il doit aller en groupement ou seul ? Est-ce qu'il doit avoir des sous-traitants ? C'est tous ces genres de questions qui, aujourd'hui, sont itinérantes à la vie d'un chef d'entreprise. Et l'idée, c'est d'essayer d'y répondre par un outil simple, efficace et centralisé. Donc, que je vais vous présenter, j'espère qu'il y a je crois qu'il y a énormément d'acheteurs dans la salle et qui nous regardent. Donc, c'est un outil qui est dédié aux acheteurs publics en premier lieu et qui va permettre d'alimenter l'information aux chefs d'entreprise.
D'ailleurs, je remercie Madame Patrice de la préfecture de la mission régionale achat et Madame Juliance de la CACEM, directrice de la commande publique de la CACEM, qui ont contribué en fait à tester et à améliorer l'outil et qui aujourd'hui est opérationnel. Donc on va rentrer dans une phase de recueil des données et de formalisation de tableau de bord qui sera disponible, mais je reviendrai après. Du coup, les informations qui seront disponibles et qui seront demandées à l'acheteur, j'ai voulu que ce soit un outil très simple, parce que je sais que ce sont des personnes qui sont extrêmement sollicitées. C'est un outil qui va très concrètement prendre 5 minutes à une personne si elle a l'information. Donc c'est un outil sécurisé, son mot de passe, etc. Hébergé sur le site de la Chambre. Les différentes personnes d'une même organisation peuvent avoir la liste, par exemple, pour, je dis n'importe quoi, pour la CACEM, par exemple, et on aura pour toute la CACEM, ils auront la visibilité, toutes les personnes qui ont accès à l'outil dans l'organisation de la CACEM pourront voir tout ce qui a été renseigné. Et ils pourront modifier et alimenter l'outil dès qu'ils le veulent. Donc du coup, on aura des données sur le domaine d'achat. On pourra même, s'il le faut, renseigner une tranche financière, c'est-à-dire ne pas donner de montant de budget, c'est pas le but, mais de donner une indication d'une tranche financière qui pourrait représenter la taille du marché pour une entreprise. Je l'ai dit au début, c'est très important pour le chef d'entreprise de voir à peu près quel chiffre d'affaires il verra par rapport, c'est son métier, par rapport à son domaine, ce que ça représente en termes de travail pour lui. Et donc du coup, cette information-là, ce sera très important pour lui d'avoir à peu près un seuil en termes financiers que ça peut lui rapporter, le chiffre d'affaires très concrètement, que ça peut lui rapporter. Les domaines d'achat et les segments, ce sont des éléments que vous connaissez très bien en tant qu'acheteur. Ça relève de la nomenclature des achats européennes. Donc du coup, une fois que le chef d'entreprise aura l'information, je reviens à ce que j'ai dit au début, quand il ira sur les plateformes, il n'aura qu'à taper la même chose ou le même mot-clé, il va normalement retrouver le même marché. Très concrètement, quand on passe au marché aujourd'hui, la nomenclature européenne exige un code dans lequel on va renseigner un domaine d'achat. Donc par exemple, dans un domaine avec plusieurs niveaux de définition, mais il y en a GFUI des carburants. Mais typiquement, si je suis un fournisseur de carburant qui a un marché similaire, je vais d'abord mettre ce thème général en termes de mots-clés, en termes de recherche, et je vais retrouver le marché de l'acheteur en question. Donc, l'idée, c'est de faire le lien entre le langage des acheteurs, mais aussi de faire le lien avec les entreprises le plus simplement possible, le plus efficacement possible pour elles. Alors, je vais revenir après pour le côté entreprise. Je continue. Il y aura une deuxième page qui va détailler un peu la nature du projet. Donc, est-ce que c'est un nouveau projet, est-ce que c'est un nouveau besoin? Est-ce que c'est un besoin récurrent auquel il faudra répondre? L'étape du projet, est-ce qu'on est à l'étape du sourcing? Est-ce qu'on est à l'étape de DCE? J'ai vu les documents ce matin que la sous-préfète a présenté. Il y avait, par exemple, déjà les trimestres, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que de centraliser l'information au même endroit, c'est très important. Pour le chef d'entreprise, il n'aura pas à chercher sur le site de l'État, sur le site de tel ou tel. L'information sera disponible dans un seul et même endroit. Et du coup, la visibilité sur les périodes de publication, d'exécution, les durées en mois prévus, etc. Ces informations-là ne sont pas nécessairement obligatoires, mais elles sont importantes. Et ça permet aussi à l'acheteur, d'une certaine façon, aussi de se structurer dans la gestion de ses projets d'achat, d'avoir aussi une visibilité, de se questionner en interne sur sa visibilité en interne, sur qu'est-ce qu'on va faire le prochain trimestre, début 2021, qu'est-ce qui est prévu, etc. Donc ces données-là sont très importantes. Ils permettent au chef d'entreprise de se donner un calendrier, de se permettre de se projeter et d'avoir une vision très concrète sur son marché. Et pour faire le lien à ce qui a été dit, par exemple, sur les clauses sociales, l'idée, c'est aussi de donner des informations. Est-ce que le marché est adapté ou pas aux PME? Est-ce qu'il prévoit de l'innovation? Il y a des marchés aussi, le code de la commande publique prévoit aussi de l'innovation. Est-ce qu'il intégrera des dispositions, donc des clauses sociales, environnementales? Et puis, il y a quelque chose qui a été dit aussi ce matin, qui est peut-être intéressant aussi d'identifier. Est-ce qu'il y a un besoin d'une expertise particulière? Est-ce que c'est une expertise qui peut, par exemple, renvoyer vers l'AFD, renvoyer vers CNFPT, renvoyer vers le tissu économique sur une expertise métier, sur une expertise de marché, technique? Tout ça, ça serait bien de l'identifier
et de le faire remonter, d'imaginer en fait que l'agrégation de toutes ces données permet de donner aussi des tendances, c'est pour ça que je parle aussi d'analyse, de donner des tendances en fait de la commande publique en Martinique. Ce qui est très important parce que quand on analyse la commande publique en Martinique, c'est vrai qu'il y a difficilement des données récoltables déjà. Et on n'a pas forcément, par rapport à ce qui était dit ce matin, c'est vrai qu'il y a des problèmes de formation, de délai de paiement, d'organisation, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de tendance en Martinique, à l'échelle économique, je parle, sur où va la commande publique de façon très concrète. Et donc, ça peut être un outil qui permet de recenser ce genre de choses. Et à l'occasion des ateliers que Marie-Françoise peut proposer, ça peut donner des pistes de réflexion d'amélioration. Ça peut faire aussi remonter des éléments ou décideurs de changement ou d'amélioration, de plans de formation également, des acteurs publics comme privés, parce qu'on peut identifier aussi des marchés infructueux via ce système. Est-ce que le tissu économique peut répondre à un certain nombre de besoins ou pas? Donc, ce sont des informations qui sont intéressantes à agréger. Je vous ai mis aussi un petit aperçu donc, de ce que ça peut donner comme rendu. Donc, c'est un aperçu de tableau de bord qui serait disponible via une page web, très concrètement, donc, que tout un chacun pourrait consulter et qui permet d'avoir une visibilité sur les éléments que j'ai présentés en amont très rapidement, de façon transparente sur la commande publique en Martinique. Pour un chef d'entreprise, donc ça c'est une page, très concrètement, un chef d'entreprise, il pourra aussi avoir fichier Excel sur une forme d'open data qu'il pourra exploiter, mais aussi demander des données bien précises sur un marché, faire des types de marchés particuliers. Il y aura toute une batterie d'analyses qui seront proposées à l'issue de ces données, de tableaux de bord qui seront générés, qui vont donner en fait une vision claire sur la commande publique, voire même, alors, je ne vais pas dire en temps réel, mais assez précise, à l'instant T, en fait, parce qu'on avons les outils pour pouvoir les mettre à jour rapidement. Et donc, du coup, ça peut être intéressant en termes si on parle de transparence, pour la transparence de la commande publique, pour la façon dont, en fait, les projets sont menés en Martinique, de proposer cette visibilité très claire de ces données. Donc, je conclus avec ce que j'ai déjà dit, mais l'intérêt de cette plateforme pour les entreprises, c'est de données homogènes, centralisées, en libre accès. C'est très important. Puis c'est d'autant plus facile après de traiter les informations. Une meilleure visibilité sur les marchés, mais aussi donc une meilleure anticipation des problématiques à venir, des besoins des acheteurs, qu'ils soient spécifiques ou non, qu'ils soient récurrents ou non. Et puis un outil de veille reporting pour le territoire, les acteurs de la commande publique. Pour les acheteurs, en fait, les bénéfices sont de stimuler le tissu économique parce que dès que vous injectez ce type d'informations qualifiées, précises dans un tissu économique, comme je vous ai dit, le chef d'entreprise, dans sa prospection commerciale, il viendra vous voir. Il vous posera des questions. Il vous challengera parce que quelque part, il a besoin aussi de pouvoir anticiper tout ce qu'il aura à prévoir comme travail pour répondre à votre besoin ou savoir comment il va faire pour y répondre. Ça va faire un levier en fait de stimulation pour le tissu économique local. Ce sera indéniable. Ça va favoriser le sourcing, les démarches de sourcing, puisque, comme je vous ai dit, les entreprises sont très proactives vis-à-vis de vous. Ça va favoriser les échanges. Parce que, je répète, on est en amont des passations de procédures. Donc, ça facilite les échanges avec le tissu. Et puis, une meilleure transparence. On en a parlé aussi ce matin. Une meilleure transparence de façon globale. Je l'ai dit au début, c'est une forme d'opacité qui, en fait, aujourd'hui, tend à disparaître, aussi bien avec la digitalisation, avec les nouveaux moyens de communication. Et puis, l'intérêt aujourd'hui de la transparence, mais aussi peut permettre à la commande publique d'être beaucoup plus efficace et aux entreprises d'être beaucoup plus alertes sur les besoins du territoire. Et puis, globalement, pour tout le monde, c'est un outil d'observation et d'aide à la décision, comme je l'ai précisé. Donc, voilà. Donc, le calendrier,
c'était de pouvoir, en fait, d'ici fin mai, sortir les premiers tableaux de bord. Donc, un certain nombre d'acheteurs ont déjà été contactés pour pouvoir, en fait, être amenés à répondre, à participer à l'alimentation en données de cet outil. On va rentrer dans une phase où, en fait, je vais rentrer dans une phase aussi de prospection vis-à-vis des acheteurs. Donc, s'il y a des acheteurs dans la salle qui sont déjà intéressés et qui veulent avoir accès à l'outil, ils sont les bienvenus. L'idée, c'est de pouvoir commencer à sortir des tableaux de bord et donner des informations d'entreprise le plus rapidement possible, c'est-à-dire fin mai, voire début juin 2021. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que cette plateforme-là est déjà... Vous ne m'entendez pas? Ça marche. On a déjà trop parlé. Ça y est, c'est bon. Donc, est-ce que cette plateforme-là est spécifique? Elle a été créée en Martinique pour les entreprises et les acheteurs locaux? Oui? Oui, tout à fait. Et n'est pas disponible ailleurs? Mais, Si. en fait, si vous voulez, il y a des démarches similaires dans d'autres territoires. L'idée, c'était justement de mettre cette démarche en Martinique. Pour avoir essayé de notre façon, ce n'est pas évident d'avoir ces informations qui sont un peu éparses, de part et d'autre, d'avoir des interlocuteurs qui donnent les informations aussi. Ce n'est pas nécessairement simple. L'idée de cet outil, qui est en ligne, accessible, je l'ai dit, sur le site internet de la Chambre, c'est que ce soit simple, clair, et que derrière, que ça génère, en fait, qu'il y a tout un traitement derrière qui génère de la donnée, mais de la donnée analysée, exploitable pour les chefs d'entreprise et à jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, des plans d'investissement qui sont disponibles, mais est-ce qu'ils pour autant ils sont appliqués? Est-ce qu'ils sont mis à jour? Le chef d'entreprise ne va pas forcément s'y retrouver. C'est-à-dire qu'autant de collectivités ou de communes, par exemple, autant de plans pluriannuels d'investissement à analyser. Donc, ce n'est pas nécessairement facile ou en tout cas accessible à tous les chefs d'entreprise. Des fois, avoir le temps. Il faut pouvoir savoir lire le document également. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus simple possible des deux côtés et que ça bénéficie aux deux parties, justement. Donc, de permettre à la collectivité de donner des informations sur ce qu'elle va faire, sur les projets qu'elle a, mais aussi aux chefs d'entreprise de se préparer à répondre à des marchés, à questionner ou en tout cas à rencontrer, à échanger avec des acheteurs du territoire. Merci. C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un de la CASTEM pour qu'on ait un retour d'expérience. Mais oui, non, c'est pas votre partie, c'est ça? Pas vous pouvez quand même répondre. Est-ce que la CASTEM, vous savez un petit peu, vous avez utilisé cette plateforme et non, pas encore. Alors, pas du tout. Elle n'est pas encore utilisée, Non, ils ont juste testé. Elle est en test. Oui. Le test est terminé, Okay. Aujourd'hui elle est opérationnelle, Oui. mais la CASM a juste participé, en fait, ils m'ont aidé, de par leur métier d'acheteur, à corriger un certain nombre de choses qui, sur le côté métier, pourraient poser problème et permettre d'améliorer le recueil des informations. C'est ce que je voulais savoir. S'il y avait eu un retour d'expérience et que vous avez amélioré. Ce sera dans les prochains mois. Voilà, très bien. Une question? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Je suis Yolande Chambaud, chef de service de la CTM, achat. Voilà, ma question simplement, c'était pour rebondir sur l'anticipation qui a été développée par le représentant de la CCIM. Je voulais, en disant qu'il conseillerait aux entreprises par rapport au délai de paiement de ne pas venir sur certains marchés. Non, de ne pas venir et, en fait, en tous les cas, d'anticiper. Vous anticipez sur le délai de paiement, quitte à ne pas venir s'ils savent que ces administrations-là ont le délai de paiement très long. D'accord? Si j'ai bien compris. Surtout s'ils n'avaient pas la capacité. Ils n'avaient pas la capacité. Oui, c'est bien ça. C'est bien. Enfin, voilà. On est en phase. Mais simplement pour mettre alimenter en fait le propos, le débat, en disant aussi qu'il faudrait peut-être conseiller aux entreprises qui, d'abord, effectivement, de se renseigner sur les délais de paiement des entreprises sur lesquels ils pensent se positionner et d'aller voir les organismes qui nantissent les créances, de mesurer les frais que proposeraient les entreprises, enfin l'organisme financier pour lesquels ils s'adresseraient pour nantir leurs créances, de sorte que d'introduire dans les coûts, dans la proposition du marché,
de la prestation, l'offre qu'ils vont faire, d'introduire ces coûts-là, de sorte de rester sur la commande publique. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, sortir de la concurrence de la commande publique. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un peu, même 30 jours, à supposer qu'on respectait les 30 jours, 30 jours peut être trop lourd pour une petite structure. Donc, je pense qu'il y a une culture vraiment, et peut-être que ça relève de la CCIM parce que vous avez des partenaires, les petites entreprises, pour déjà leur dire comment aller vers les entreprises, les organismes de crédit qui leur aideraient à nantir leurs créances, de sorte que pour les coûts, parce qu'il y a des coûts, je reçois des entreprises, ils veulent nantir, mais ils savent très bien qu'en nantissant une créance, les organismes demandent effectivement en retour des sommes assez conséquentes. Donc, et c'est là mon propos, simplement pour nuancer en disant qu'effectivement, on a parlé des délais de paiement, mais je n'ai pas vu ressortir non plus cette possibilité-là qui est offerte aux entreprises d'aller vers ces organismes-là en amont pour savoir quels seraient les coûts qu'ils auraient à supporter dans le cas où ils iraient vers des collectivités qui auraient dépassé largement les délais légaux de paiement. C'était simplement pour nuancer ce propos-là. Enfin, pour vous répondre, je n'ai pas dit que je conseillerais de ne pas aller. C'est parce que j'ai dit qu'il y a des chefs d'entreprise qui, d'eux-mêmes, constatent qu'ils n'ont pas d'intérêt à aller sur la compte publique parce que les délais de paiement les tueraient. C'est ça, ce que j'ai dit. Oui, non, mais c'est bien ça. C'est-à-dire que simplement, j'ai voulu ouvrir le débat. Parce qu'on n'en a pas parlé du tout dans la journée. J'ai voulu ouvrir le débat parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de délais de paiement très longs. Mais on n'a pas parlé non plus des organismes qui peuvent… Si, on en a parlé. Voilà. On en a parlé. Enfin, les organismes, oui, mais l'AFD, mais… Ce que je voulais vous… On n'a pas parlé sous cet aspect de nantissement et de cession de créance. C'est ça que je voulais dire. Du côté de l'entreprise, il faut aussi comprendre que, comme vous l'avez dit, ça a un coût. Aujourd'hui, vous êtes sur un marché, alors ça dépendra du secteur, mais demander d'intégrer un chef d'entreprise, c'est juste une réponse que je vous fais, de mon expérience de conseiller, de rajouter un coût supplémentaire dans sa proposition financière auquel il va prendre, c'est-à-dire de surmarger, en vrai, de rajouter de la marge. Ouais. C'est mortifère. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que si elle va le faire, des fois, bien souvent, elle n'a pas qu'un seul marché, ok, mais des fois, elle n'en a qu'un seul. Ça n'a pas d'intérêt pour l'entreprise de faire appel à du notissement. Parce que si vous avez ça, c'est que vous avez des gros volumes. Si vous faites du notissement, c'est que vous faites du gros volume, que vous avez les moyens de payer le facteur. Moi, je me pose du point de vue aujourd'hui des petites structures qui, au niveau de la trésorerie, c'est déjà compliqué. Je ne parle pas forcément de la marge ou du prix qu'elle propose. Elle pourrait mettre du notissement pour toujours être concurrentielle. Mais déjà, son intérêt, c'est d'avoir le marché. Il faut bien le comprendre. L'entreprise, son intérêt, c'est d'avoir le marché. Elle n'a pas d'intérêt à mettre dans son coût le notissement ou un taux d'intérêt supplémentaire qui alléger ses charges. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une façon de réduire les délais ou d'assainir sa trésorerie, mais chez l'entreprise doit anticiper, comme ce que j'ai dit, c'est qu'il doit savoir anticiper en fonction de l'acheteur qu'il aura en face de lui, si oui ou non, il aura des délais de paiement ou non. Ce n'est pas la même chose d'aller répondre au marché du CHUM que le marché de l'État. Enfin, je le dis très concrètement. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Donc, dommage, il est parti, monsieur qui avait l'agence de voyage, mais ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, on n'aura pas la même approche de marché, on n'aura pas forcément la même proposition financière, économique qu'avec un CHUM, que les services de l'État, par exemple. Donc, voilà. Monsieur, il y avait une question. Bonsoir, Daniel Lecueurieux-Lafayette. Je suis donc le premier vice-président de la Fédération française du bâtiment, Martinique. Et je réagis donc par rapport aux propos qui sont tenus. Et je rappelle que la commande publique est réglementée et que les délais sont quand même de 30 jours.
qu'effectivement que le niveau économique actuellement ne permet pas aux entreprises locales, notamment, de recourir à la facturage qui représente un coût exorbitant pour les entreprises. Donc, déjà en respectant, on va dire, la réglementation imposée par le Code des marchés, on devrait pouvoir, si vous voulez, payer les entreprises dans des délais raisonnables. Autre chose, on a obtenu, grâce aussi à la FFB, l'avance des 30%. Cette avance de 30%, si elle est généralisée à l'ensemble des acheteurs publics, permettrait effectivement de donner un souffle au niveau de la trésorerie des entreprises. Donc, c'est ce que je voulais porter comme analyse à ce niveau de la discussion. Oui, bonjour, c'est encore Tony Beauclerc. Alors là, j'enlève ma casquette chambre de commerce et je vais mettre ma casquette d'entrepreneur. Je suis aussi entrepreneur dans le bâtiment. Je travaille pour les collectivités, la CTM et bien d'autres. Et je ne stigmatise aucune d'entre elles, mais je voulais quand même dire quelque chose sur ces questions de cession de marché. Alors, effectivement, une cession de marché, c'est une démarche commerciale. C'est une démarche qui n'est pas gratuite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, c'est vrai que la BPI avait été créée pour ça, pour faciliter ces questions de cession pour les PME, pour les petites entreprises. Effectivement, il y a des dispositifs qui existent. C'est des dispositifs dans lesquels moi, je suis rentré, qui fonctionnent. Mais quand on pousse la chose plus loin, moi, je me suis déjà retrouvé dans un cas où j'ai cédé un marché, la facture a été déposée, elle a été validée, la BPI m'a avancé les sommes, mais le délai de traitement de la collectivité est tellement long que la BPI arrive à me dire « il faut que je reprenne la somme ». Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. OK? Donc, c'est vrai que dire aux entreprises de rentrer dans les dispositifs, c'est bien, mais la première chose, le premier point de vigilance, et c'est ce que les banques, parce que ça reste des banques, ça a beau s'appeler BPI, c'est une banque. La banque, elle va d'abord regarder la solvabilité de la collectivité. Si la collectivité n'est pas solvable, elle ne va pas marcher. Quelquefois, la collectivité est solvable, mais le délai de paiement est tellement long qu'à un moment, la BPI va dire non, je reprends mon argent. C'est déjà arrivé, ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des dispositifs de cession de marché, mais ces dispositifs ne sont pas anodins. Avant qu'un entrepreneur rentre dedans, il faut qu'il regarde bien. Il faut qu'il regarde bien la solvabilité de la collectivité et il faut qu'il sache qu'à un moment, si la collectivité n'a pas remboursé l'organisme, eh bien, c'est lui qui va devoir redonner l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et une dernière chose concernant ces histoires de délai de paiement, il faut bien faire attention à ne pas dire que les collectivités ne font pas le job, etc., etc. Parce qu'il y a les collectivités qui inscrivent les marchés, les décomptes, et derrière, il y a un payeur qui paye. Et bien souvent, le délai du payeur est aussi très long. Et ça, je trouve qu'on en parle très peu. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors, M. Colcon. Oui, alors je ne vais pas apporter de solution, bien sûr, à ces sujets qu'on a déjà beaucoup évoqués, mais il y a un point sur lequel le rapport de Brosse-Panier, qui a été rendu il y a un an et demi à peu près, à peine, à la demande du ministère de l'Outre-mer, sur les délais de paiement. Il y avait déjà des préconisations de mesures. La Chambre a été consultée, nous avons beaucoup travaillé avec eux. Et il y a un point qui me semble devrait être pris, je ne sais pas si ça pourra figurer aux conclusions de cette journée, c'est que les délais de paiement des collectivités devraient être publics. C'est de l'argent public, c'est des affaires publiques, on n'est pas dans des secrets des affaires, là. Tout ça doit être public. Une entreprise doit pouvoir savoir, dans la moyenne, quel est le délai de paiement des fournisseurs. Qu'est-ce qui est impayé à plus de 30 jours, etc. Il y avait des propositions qui ont été faites.
il me semble qu'il faudrait vraiment insister dessus, parce que ça, c'est anormal qu'on ne puisse pas connaître. Et même les sociétés d'affacturage, je peux vous le dire, parce qu'elles nous consultent, et nous n'avons pas le droit, nous, en état du droit, de répondre. Elles nous consultent pour nous demander est-ce que vous savez sous quel délai cette collectivité paye. Lorsque nous rendons des avis budgétaires sur saisine du préfet ou dans nos propres contrôles, nous le disons. Mais c'est très ponctuel, ça arrive à un moment donné, ça devrait être une information continue, c'est important. En revanche, sur le délai du payeur, je crois que, sauf cas extrêmement rare, les payeurs des finances publiques payent dans les délais et ça joue sur très peu. C'est avant que tout se passe, sincèrement, parce qu'il n'y a pas de trésorerie. Ça, le payeur ne peut pas payer s'il n'y a pas de trésorerie, ou parce qu'avant même, le payeur n'a pas encore reçu le mandat. Mais je crois que ce n'est pas là où le gain peut se trouver. Bonsoir, Audrey Casilde, toujours de la Ville de Lamentin ici. Alors, j'aimerais vous poser une question sur l'outil que vous proposez. Est-ce que vous avez fait justement un sondage auprès des collectivités territoriales afin de savoir si elles ont la capacité organisationnelle de porter cette information-là? À la Ville du Lamentin, j'identifie peut-être un peu les services porteurs, là où l'information est centralisée. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà un peu rapproché des acheteurs publics? Alors, c'est une question, très bonne question. Sondage, non. Maintenant, effectivement, après les retours au terrain, l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir sur toutes les collectivités. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est d'avoir déjà les plus grosses, qui sont les mieux organisées, les plus conséquentes, qui ont déjà un certain volume d'achat. Ensuite, c'est d'inciter aussi, d'une certaine façon, aux collectivités à se structurer, à donner ce genre d'informations. Je suis désolé, mais c'est ce qui revient aussi, c'est que bien souvent du terrain, on va me dire, ben oui, mais moi, on me demande à chaque fois de me faire des marchés qui ne sont pas prévus. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, c'est le lot de gérer des urgences ou bien des choses pas prévues, mais il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps de la collectivité n'est pas celui de l'entreprise. C'est très important à comprendre. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début. Même si c'est un marché ou deux qu'une petite structure ou une collectivité donne comme information, c'est une information importante. Je répète, c'est très important parce que les entreprises qui répondent au marché, des fois, ont des sous-traitants. Et il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, mais les délais de paiement n'impactent pas que celui qui répond au marché. Ça n'impacte toute la chaîne. C'est le cas de le dire, c'est une chaîne de contamination qu'il y a derrière de toutes les entreprises qui ont travaillé et contribué en tant que sous-traitants ou partenaires en dehors du marché à réaliser une prestation. Ils sont aussi impactés. Et ce qui veut dire que les entreprises qui ne sont pas liées à la commande publique directement sont impactées par ce type de problème. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que effectivement, ce n'est pas nécessairement simple pour une collectivité de se structurer, de donner ce type d'informations de façon régulière. Mais j'estime qu'on peut essayer de donner ce type d'informations au tissu économique, déjà par les plus gros, et ensuite, les moins structurés pourront essayer de donner l'information à leur niveau et ce qu'elles ont. Et si on arrive déjà à faire, on va dire, 70% des projets d'achat, ça serait pas mal. À pouvoir en fait analyser déjà, à donner comme information au tissu économique et puis à avoir une visibilité très, très concrète des projets qui sont menés en Martinique. Il y a une question là-bas. Oui, Richard Rosemer. Je voulais d'abord dire que ce type de recueil d'informations, ça fait 2 ans, je ne sais pas, ça peut être plus que 2 ans, mais ça fait 2 ans que je l'utilise avec la région Guadeloupe. Donc, avec les critères que j'ai mis, je reçois tous les jours les appels sur l'ensemble de la Guadeloupe avec les critères que j'ai mis. Donc, si les Guadeloupéens peuvent faire ça, je pense que nous aussi, on peut y arriver. Alors, pour vous répondre, la Guadeloupe est allée plus loin. Ils vont créer une plateforme de dématérialisation de passation des achats régionales. Oui, bon. Voilà. On est d'accord, mais je parlais juste de Non, l'information. c'est ça. Non, mais voilà. Non, mais je ne veux pas faire honte à la Martinique, je parle juste de ça. Ensuite, deuxièmement, alors jusqu'à nouvel ordre, il y a souvent des critères de prix dans les marchés publics, jusqu'à ma connaissance, qui peuvent aller parfois jusqu'à 50%. Si vous intégrez le surcoût des nantissements, vous ne serez pas retenu. Donc, vous aurez effectivement être sûr de ne pas être payé, puisque vous n'aurez pas le marché. Merci. Monsieur là-bas. Alors, attendez, madame. Oui. Monsieur d'abord.
Alors, donc, je constate que la Chambre de commerce a fait de gros efforts en matière de communication. Et donc, je voulais vous dire que vous êtes exactement dans la même démarche que nous, FFB, nous proposons, c'est-à-dire une plateforme unique qui recense un petit peu tous les besoins des différents acheteurs publics. Donc, ça, c'est un bon point. Est-ce qu'il serait possible aussi de recenser, si vous voulez, les programmations pluriannuelles des acheteurs publics? Est-ce que c'est envisageable que la Chambre Sur la plateforme? Sur la plateforme ou une plateforme dédiée puisse aussi recenser ces programmations pluriannuelles, un fléchage ça peut être une réflexion, je pense, de la commande publique? Ça peut être une réflexion. Après, comme j'ai dit, ce sont des documents intéressants, mais qui sont déjà, il faut pouvoir voir s'ils sont appliqués, pouvoir les analyser. Donc, effectivement, ce sont des documents qui peuvent être centralisés, je pense. C'est une réflexion à avoir. Maintenant, dans le cadre de la plateforme, je pense que c'est autre chose. Là, on est sur de l'information plutôt opérationnelle, vraiment concrète pour chez l'entreprise, mais je pense que ça peut oui, puisque on parle de plus en plus de transparence, d'équité et de chance pour tous. Donc, il faut effectivement que l'information circule plus librement au niveau des acteurs économiques. D'accord? Et puis, le deuxième point, c'était l'utilisation de la plateforme Sigma, qui est une plateforme rattachée au système d'information géographique de la Martinique. Et là aussi, on pourrait, si vous voulez, rattacher les opérations sur cette plateforme. Alors, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, vous parlez de cartographie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on aura la possibilité, c'est-à-dire que derrière cet outil que je vous ai présenté, il y a un vrai outil de gestion de la donnée qui peut permettre de faire de la cartographie, qui sera disponible également sur le site. Les données, vous pourrez les récupérer également. Comme je vous ai dit, ce sera sur un format d'open data. Donc, toutes les informations communicables, en tout cas, qui seront disponibles, pourront être disponibles à tout un chacun qui pourra les utiliser à son bon vouloir. Donc, normalement, ça peut aussi alimenter un fichier tel que le système Sigma, effectivement. Mais c'est prévu qu'il y ait une cartographie, en tout cas, sur les éléments que j'ai présentés. Je ne l'ai pas mis, mais sur le site, la page web qui sera dédiée, normalement, vous aurez sur la présentation également une cartographie disponible. Pour le secteur du BTP, effectivement, la cartographie avec les repères… Alors, ça va un peu loin. Là, l'objet, c'est de recenser tous les types d'achats sur le bâtiment, qui sera, je pense, qui sera le prioritaire, mais les services également, les services, les fournitures. Je pense qu'avec la crise sanitaire, on a vu qu'il y a énormément de dépenses qui ont été faites, par exemple, sur le matériel informatique. Donc, il y a de plus en plus de besoins dans la digitalisation au niveau des collectivités, pour ce qui va concerner le télétravail. Il y aura des besoins aussi en services en formation. Donc, du coup, il y a énormément de projets d'achat qui vont émerger et qui est important de donner l'information des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent s'adapter et répondre aux besoins des collectivités locales. Madame Cassilde. Alors, c'est une proposition que je vous fais. Voilà. En fait, pourquoi ne pas créer une plateforme permettant de centraliser l'ensemble des avis d'appel à concurrence placés sur les différents sites? Parce que comme vous l'avez montré, effectivement, chaque collectivité a son site, chaque collectivité choisit sa plateforme. Pourquoi ne pas avoir un collecteur? Si vous comprenez ce que je dis. À partir de l'avis, pas avant le projet, à partir de l'avis à concurrence. Je suis d'accord. Il vous en faudrait une. Justement, je me permets d'intervenir. Paul-Louis Bourriou, vice-président de la CERC, justement, à laquelle la FFB participe. C'est le rôle du HSCP au départ que de faire cette centralisation. C'était la phase 2. L'accès de tous à la commande publique, la connaissance. 2, la phase 2, gestion correcte. Et 3, faire de la commande publique un levier pour l'emploi. C'est les missions du HSCP, ça. Alors, je voulais rajouter un point de détail tout à l'heure. Quand on parle toujours des entreprises et des acheteurs. Mais derrière les entreprises, il y a effectivement tout un underground qui comporte notamment les fournisseurs. Et les fournisseurs ici, ils ont un besoin essentiel d'avoir des idées sur le volume de matériaux à importer dans le BTP. Et ils ont un besoin important de savoir la solvabilité de l'acheteur
et de l'entreprise et la solidité du marché qui sera contracté. Donc, quand tu dis essentiel, essentiel à chaque fois, c'est encore plus essentiel. Et comme on a un outil HCCP qui n'est pas très actif, c'est bien dommage, alors qu'on s'est donné un mal de chien pendant des années à essayer de le monter. Je trouve qu'on a là tout ce qu'il nous faut. S'il y a une structure pérenne animée au HCCP, ben, voilà. Alors, je vais répondre à madame pour la proposition. Si j'ai bien compris, c'est de pouvoir faire de la veille, en tout cas centraliser la veille sur les avis. On est d'accord. Effectivement, l'idée, moi, qu'on a déjà au préalable, c'est de donner des informations de base de projet où c'est l'entreprise. Si dans un second temps, il faut pousser pour pouvoir un projet de ce type de plateforme, comme je l'ai dit, quand on a fait du benchmark, on a vu que ce travail, par exemple, typiquement, il est fait déjà à La Réunion, dans d'autres territoires, dans l'Hexagone, ils le font sous la forme de ce séminaire, par exemple. Et par exemple, à la Guadeloupe, c'est la région Guadeloupe qui a porté en fait la création d'une plateforme régionale et incité les acheteurs à l'alimenter, mais là pour la passation des procédures d'achat. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut porter à l'échelle du territoire. Ça demande aussi un coût, donc il faut pouvoir étudier tel projet et derrière, en fait, pouvoir voir qu'est-ce qu'on y met. Est-ce que ce sont que les avis? Est-ce que c'est des marchés? Parce que si ce n'est que les avis, ça ne va pas régler le problème de la multiplicité des plateformes. Ça ne changera pas. Maintenant, vous avez déjà le bio-AMP qui recense un peu déjà une grande majorité des informations. C'est déjà pas mal. Mais la multiplicité des plateformes, comme je vous disais au début, n'est pas propice à ce que chef d'entreprise, notamment d'une petite structure, répondent de façon régulière à des marchés qui peut avoir, en tout cas avoir l'information rapidement et efficacement. Mais je retiens la proposition, je partage l'avis. C'est très important de pouvoir avoir des outils qui permettent sur un territoire comme le nôtre de mutualiser les moyens et puis de diffuser l'information en toute transparence. Il y a d'autres questions. La question du monsieur sur la S. Oui, alors, on y répond. On y répond avec une plateforme comme celle-ci pour donner de la visibilité, pour... Oui, bien sûr, mais ce séminaire se passe dans la continuité. On a prévu avec Marie-Françoise, je le répète, Marie-Françoise, de faire des ateliers auxquels vous serez conviés et qui, dans les prochaines réunions du HCCP, donneront lieu à des restitutions, mais également à l'évolution de ce type de plateforme, de pouvoir aussi peut-être proposer des plateformes comme Madame a évoqué tout à l'heure. Tout ça, en fait, c'est dans la continuité de ce qui s'est dit aussi en octobre dernier, et puis dans du plan de relance. Donc, effectivement, le Conseil, il n'est pas mort. Moi, je le dis comme je le pense. Donc, il est toujours vivant et voilà, il va continuer à fonctionner. Vous inquiétez pas. C'est vrai que les fournisseurs, ils sont noyés dans. Mais ce que j'ai dit, c'est la même chose que pour les aides de paiement. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne économique qui est impactée quand on a de l'information. Aujourd'hui, très concrètement, j'ai dit, des fois, à accompagner des créateurs qui souhaitent, de par la nature de leur entreprise ou projet, à répondre à des marchés. Du coup, ils n'ont pas forcément d'informations sur une étude de marché, sur comment ils n'ont pas de données des fois. Donc, c'est très compliqué aussi pour un chef d'entreprise lambda d'avoir des informations sur le sujet, au-delà même du citoyen. Donc, effectivement, c'est tout le tissu économique qui va bénéficier de ce type d'informations. Et comme je l'ai dit, ça va générer, en fait, ça va stimuler l'économie. Quand vous avez ce type d'information, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire à un instant T, ça donne une indication claire sur un niveau d'activité économique et sur un niveau derrière de chiffre d'affaires. Donc, ça impacte tout un certain nombre de choses pour un chef d'entreprise. Je répète, la formation, l'investissement, l'embauche, les moyens humains, même la stratégie. Peut-être que le chef d'entreprise, s'il voit que son marché, il n'y a plus trop d'activité, c'est d'anticiper qu'il faut qu'il change de stratégie, qu'il faut qu'il aille peut-être sur autre chose. L'exemple de Tremplin est très intéressant, de faire de passer d'une phase en fait, où on faisait de l'élagage acrobatique
et de faire du nettoyage aquatique, ben, il y a des entreprises qui demandent qu'à avoir l'information pour pouvoir changer leurs produits ou services. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas des informations qui sont cachées, ce sont des informations disponibles. Effectivement, Romain le dit, il y a forcément toutes les collectivités qui sont structurées pour les donner, mais les informations sont là, il faut les donner, il faut pouvoir les centraliser et les donner aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent être dans l'anticipation et répondre après.